Parce que votre père est un dissident bien connu. Et je crois qu'il est toujours dans le couloir de la mort en Arabie Saoudite. NDS, maintenant, c'est une cocotte minute. Il a dit un jour à mon père, la politique est gouvernée par la peur, pas par l'amour. Est-ce que vous vous inquiétez pour votre propre sécurité? En aliénant beaucoup de segments de la société saoudienne, il pousse beaucoup de gens à devenir dissidents. Cette semaine, nous recevons Abdullah Al-Aouda, fils du célèbre imam et cheikh, le cheikh Salman Al-Aouda, qui nous parle de la nouvelle Arabie Saoudite et de son autoritarisme croissant. L'Arabie Saoudite utilise-t-elle toujours le logiciel Pegasus? C'est ça. Les Israéliens le l'europhobie. Les gouvernements et les dictateurs parlent d'une thérapie de choc à une société afin de l'amener à l'illumination. Ils misent uniquement sur le pouvoir, pas sur le peuple. Je suis ici avec Abdullah Al-Aouda, un dissident saoudien à Washington DC. Abdullah Al-Aouda, assalamu alaikum wa rahmatullah et bienvenue aux musulmans pensants. Welcome. Assalamu wa rahmatullah wa barakatuh. Merci beaucoup de m'avoir invité. Je suis vraiment ravi d'être présent en personne aujourd'hui. Je suis vraiment très chanceuse d'être ici avec vous en personne, ici à Washington. La dernière conversation que nous avons eue, enfin, qui aurait pu le deviner, nous avons enregistré près d'un demi-million zé. Et subhanallah, il semble que cela ait gagné beaucoup de terrain, non seulement auprès des Saoudiens, mais aussi auprès des musulmans du monde entier. Et pensais-tu à l'époque qu'une conversation sur, en fait, la politique saoudienne aurait suscité une telle réaction dans le monde entier? Eh bien, je savais qu'il y avait une soif de compréhension dans la péninsule arabique et parmi les habitants de la péninsule arabique. Oui. Mais non, je ne pensais pas. Je ne savais pas que cela susciterait un tel niveau d'intérêt de la part des gens. Mais c'est, pour être honnête, un très bon signe que les gens sont vraiment heureux et très avides de pleinement comprendre la situation actuelle et de la suivre avec une grande attention. C'est en partie ce dont nous parlons toujours, à savoir l'Oumma, et les pays musulmans à travers le monde entier, et la façon dont nous sommes tous profondément et intrinsèquement bien connectés les uns aux autres. J'ai utilisé le terme dissident saoudien en vous présentant. Et bien sûr, vous êtes le fils de probablement l'un des savants les plus célèbres qui est maintenant en prison en Arabie Saoudite. Est-ce que le terme dissident saoudien vous dérange ou est-ce que vous l'assumez? Je l'assume. Je trouve ça très bien. Pour de nombreuses raisons, mais je vais faire court. La première, c'est que je pense que le problème fondamental et persistant avec les dictatures musulmanes, avec les régimes autoritaires et souvent oppressifs dans le monde arabe contemporain, c'est qu'ils veulent absolument s'opposer à l'idée même et à la notion fondamentale d'avoir une opposition politique légitime. Ils cherchent à s'y opposer farouchement. Et en gros, ils refusent catégoriquement toute forme de contestation ou de voix divergente. Criminaliser la simple idée d'avoir une pensée fondamentalement différente, une opinion radicalement différente, ce qui va profondément à l'encontre de l'histoire même et de la riche tradition de l'islam, des principes islamiques essentiels, selon ma propre conviction, et des valeurs fondamentales universelles, ainsi que des principes inaliénables des droits de l'homme. Lors de notre dernière émission, dans notre dernière discussion, vous avez commenté la politique étrangère de l'Arabie Saoudite, et en particulier son point de vue sur la Palestine. Les Saoudiens considèrent toujours la question palestinienne comme, au mieux, une sorte de désagrément, et ils n'éprouvent pas le même niveau de solidarité envers les Palestiniens que le peuple saoudien lui-même, et encore moins que l'ensemble de la Oumma musulmane. Mais nous avons constaté un temps plus ferme qu'entre Israël. On a vu les attaques de Doha, vous savez, les Saoudiens ont réagi très rapidement en condamnant ces attaques. Nous avons des annonces concernant diverses actions à Gaza de la part des Saoudiens, qui ont utilisé un langage assez dur contre Israël. Penses-tu que cela signifie quelque chose? Un changement de perspective, d'une manière ou d'une autre? Ou est-ce que cela reste dans cette sorte d'attitude un peu cynique, tu sais, les Saoudiens qui essaient de flatter l'opinion publique, mais en réalité pas grand-chose de plus? Oui, c'est ce que je pense. La seconde option, et la raison fondamentale pour laquelle nous devrions la considérer attentivement, est directement liée à ce qui a précédé cela, c'est-à-dire, par exemple, les éléments que nous avons déjà mentionnés et analysés précédemment. Comme l'a dit un jour Benjamin Netanyahu, les Palestiniens devraient aller ailleurs, et il a mentionné 3 endroits, dont l'Arabie Saoudite. Et après ce moment-là, l'Arabie Saoudite
a publié un communiqué vraiment très virulent et a utilisé un langage extrêmement dur, comme il se doit absolument. Mais cela démontre clairement que c'est uniquement et exclusivement lorsqu'ils ont spécifiquement mentionné des lieux géographiques situés en Arabie Saoudite, précisément parce qu'ils adhèrent toujours fermement à cette idée profondément enracinée et ultranationaliste. Et cette compréhension, et essayer de séparer les Saoudiens, essayer de le faire, et je pense échouer lamentablement, à séparer les Saoudiens de la compréhension des enjeux au-delà de leurs frontières, y compris la question palestinienne. Et quand ils ont reçu le message des Israéliens qu'ils n'étaient plus intéressés par la normalisation, et troisièmement, je pense, les calculs complexes dans l'esprit israélien que, vous savez, encore une fois, s'ils doivent choisir entre la doctrine de la dissuasion, montrer leur force, ils pensent qu'à long terme, cette stratégie pourrait potentiellement les aider à rallier et à consolider le soutien de ces petits pays, les incitant ainsi à devenir des protectorats sous leur influence. Cette fois-ci, ce n'est pas seulement par les États-Unis que cela se produirait, mais également, et de manière significative, par Israël. C'est une perspective et une analyse que partagent certains experts et analystes influents au sein du secteur de la sécurité nationale en Israël, qui observent attentivement ces dynamiques géopolitiques régionales. Montrer la force d'Israël peut même aider à une normalisation à long terme, alors que si vous poursuivez cette normalisation malgré tout, le message que ces pays recevront, c'est « Ah oui, il faut faire encore plus de concessions et tout ça ». Et ils ne sont pas prêts à faire quoi que ce soit, et ils ne sont pas disposés à faire tout cela. Donc cela fait partie des calculs. Les Saoudiens reçoivent le message et tout, et voient aussi comment les Israéliens les ont traités. Alors pourquoi poursuivraient-ils cela ? Donc le discours, c'est un discours de quelqu'un qui en gros a été laissé à devoir soit faire ça, et au moins faire semblant de s'en soucier. Ouais, tu sais, rester mis à l'écart par tout le monde, y compris par leur propre peuple qui se soucie de Gaza. Je pense que oui. Ce que MBS a choisi, ce qui est au moins positif, c'est d'utiliser un langage qui répond en quelque sorte à la situation actuelle. Chaque hiver, des millions de familles affrontent le froid sans la chaleur d'un foyer, sans repas complet ni vêtements adaptés. Pour les familles confrontées au conflit, à la pauvreté ou au déplacement, l'hiver peut être la période la plus difficile de l'année. À Gaza, au Liban, en Syrie, au Yémen, en Afghanistan et ailleurs, des enfants dorment sous de fines couvertures. Les parents sautent des repas pour nourrir leurs petits et les écoles peinent à rester ouvertes alors que les températures chutent. Mais ensemble, nous pouvons changer cela. Avec la campagne « Gagner un soulagement » de Beth El Mol, votre compassion offre aux familles de la nourriture pour rester nourries, des couvertures et des vêtements chauds pour rester en sécurité, ainsi que du combustible pour ramener la chaleur dans leur foyer. Vous aidez à maintenir les enfants à l'école, à garder les familles unies et à préserver l'espoir pendant les mois les plus rudes. Car lorsque vous offrez de la chaleur, vous ne procurez pas seulement du réconfort, vous redonnez de la dignité, vous préservez l'espoir et vous sauvez des vies. Ensemble, nous pouvons faire en sorte qu'aucune famille ne soit laissée dans le froid cet hiver. Donnez aujourd'hui et aidez à transformer leur lutte en sécurité. Transformez votre compassion en espoir. MBS est également engagé activement dans la diplomatie régionale et cela inclut en fait aussi la diplomatie avec des organisations avec lesquelles l'Arabie Saoudite n'aurait traditionnellement pas collaboré, notamment des groupes islamistes. Et je parle en particulier de la façon dont MBS a vraiment travaillé avec eux pour sortir Ahmed al-Shara du froid et créer une normalisation de la nouvelle Syrie dans l'esprit des Occidentaux. Bien sûr, il y a eu cette fameuse rencontre entre nos conversations entre Trump, où Trump a dit qu'il respectait Shara en tant qu'homme fort et qu'il l'admirait. Et bien sûr, juste hier, nous étions à Washington, mais à New York, Ahmed al-Shara est aux Nations Unies. Il a donné une conférence aujourd'hui et hier, vous savez, il était à un forum très important avec le général Petraeus comme présentateur en tant qu'hôte. Donc, il semble qu'il y ait, et je pense que beaucoup de cela est arrivé grâce à la diplomatie de MBS. Qu'est-ce qui se passe là-bas ? Pourquoi MBS, qui a été à un moment donné un fervent et ardent partisan du régime d'Assad et qui a œuvré activement et de manière significative pour ramener Assad sur le devant de la scène politique, à la fois publique et internationale, et pour le réhabiliter aux yeux du monde,
Pourquoi tient-il tellement à redorer l'image de la nouvelle Syrie, cette nation en pleine reconstruction et transformation? Eh bien, analysons ça. Pour bien comprendre précisément la relation complexe et actuelle de l'Arabie Saoudite avec Assad l'année dernière, vous savez, avant la chute inévitable et précédente d'Assad, et ce qui se passe maintenant. Et si vous souhaitez approfondir, en effet, suivez les événements de cette période historique, l'Arabie Saoudite, en réalité, un peu moins d'un an avant la chute imminente du régime d'Assad, non seulement a fait pression, a poussé et a forcé Assad à participer au sommet arabe, mais il a été accueilli à bras ouverts. Il a été pris dans les bras de MBS. Il y a d'ailleurs une photo célèbre montrant les deux debout à Riyad pour la première fois, après des années et des années d'isolement. Ce qui revenait en fait à normaliser le régime et la dictature d'Assad. Et c'était un moment crucial où l'Arabie Saoudite, avec une ambition manifeste, voulait même aller encore plus loin dans ses objectifs, si ce n'était pas pour les rebelles armés qui ont malheureusement pris le contrôle de la capitale, Damas, changeant ainsi le cours des événements de manière significative. Mais en même temps, il faut être juste et reconnaître la réalité des faits. Oui, si cela n'avait tenu qu'à la puissante et influente Arabie Saoudite, ils auraient certainement voulu beaucoup moins d'Assad, parce qu'ils voulaient en fait briser et anéantir ce qu'ils appelaient le croissant de la résistance, un axe stratégique et idéologique important dans le monde arabe, incluant des acteurs clés comme l'Iran, l'Irak et d'autres forces régionales. Leur objectif était de déstabiliser cette alliance perçue comme une menace à leurs propres intérêts géopolitiques et à leur hégémonie régionale. Le Liban, la Syrie faisaient partie de cela. Donc, ils voulaient absolument le démanteler complètement et ils voyaient la Syrie, cette nation stratégiquement située, comme une pièce absolument centrale et indispensable, je dirais, dans ce vaste et complexe puzzle géopolitique. Et ils ont toujours, de manière constante et persistante, voulu réaliser cela, cette ambition majeure. Et quand cela s'est produit, ils l'ont accueilli à bras ouverts. Parce que malgré toutes les différences notables et toutes les réserves possibles, pour eux, c'est un moment vraiment important où ils peuvent se retrouver et parier sur quelque chose de significatif. Soutenir apartheid. Et ils ont poussé pour lui dans la compréhension, dans le... Je dirais qu'ils espèrent que cela signifiera coopter le leadership d'Ashara et l'amener, vous savez, dans les bras de l'Arabie Saoudite. Et que cela devienne peut-être une façon de devenir plus influent dans la politique étrangère de la Syrie. Je pense que c'est essentiellement ce qu'ils calculent. Et ça fait partie de tout ça. Et je ne pense pas non plus qu'il ignorait ou méconnaissait le fait qu'il venait d'un milieu islamiste. Mais ce sur quoi il mise vraiment, c'est qu'il va agir davantage en tant qu'homme politique qu'en tant qu'islamiste. Et vous savez qu'il sera plus pragmatique, à l'image de MBS. MBS lui-même vient de ce que Khashoggi appelait autrefois la mère des anciens mouvements islamistes, le wahhabisme, à une époque. Et il est aujourd'hui MBS. Donc c'est ce qu'ils espèrent promouvoir et présenter. Bienvenue sur le Musulman Pensant. C'est un plaisir de vous avoir parmi nous. Nous, merci de m'avoir invité à nouveau. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa ahlam bak dans le programme Muslim Moufaki. Merci beaucoup, Daznit. À nous, Jala. Je pense que les musulmans vous accueillent à nouveau. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Écoutez, c'est toujours un grand plaisir. Et pour être honnête, je devais venir acheter une autre tasse du Musulman Pensant. Parce que Fatima, qui travaille avec moi, veut vraiment une autre tasse. De très bonnes nouvelles à vous annoncer. Mes invités et moi parlons désormais l'ourdou, l'arabe et le français, avec l'aide de l'IA bien sûr. Nous visons à toucher un public plus large et espérons doubler nos archives et nos nouveaux programmes dans ces langues. J'ai besoin que vous vous abonniez à ces chaînes et que vous aidiez à faire passer le mot. Si vous souhaitez soutenir ce projet, merci d'envisager de faire un don ou de devenir membre. Maintenant... En regardant la situation intérieure en Arabie Saoudite, bien sûr, votre père est un dissident bien connu et il est actuellement en prison. Nous avons vu des rapports faisant état de la libération discrète de certains savants par le régime ces derniers mois. Je veux dire, est-ce un signe prometteur, une sorte de réajustement peut-être en Arabie Saoudite? Et comment interprétez-vous ce qui se passe? Eh bien, c'est bien que vous l'ayez remarqué et que vous ayez constaté ce changement. Je pense que vraiment il y a deux, je dirais, principaux phénomènes importants que je dois présenter ici. Premièrement, oui, moi-même j'ai constaté cela.
Et nous avons au Centre pour la démocratie au Moyen-Orient documenté la libération de personnes. J'ai parlé à des gens sur place, j'ai parlé à des avocats. Et d'après ce que nous avons recueilli, il y avait au moins environ 5000 prisonniers politiques. Nous pensons qu'au moins 1 millier d'entre eux, soit un cinquième, ont été libérés, ce qui est un bon chiffre. Je pense que c'est un beau problème. Et oui, certains d'entre eux provenaient directement du milieu universitaire, tandis que d'autres étaient, vous savez, des individus qui avaient simplement tweeté des choses ou des bêtises, des propos parfois un peu absurdes. Mais en même temps, il en reste 4000 ou un peu moins qui sont toujours détenus, y compris bien sûr mon père. D'ailleurs, l'une des personnes libérées n'était autre que mon oncle. Oui, je crois que c'est ce que nous avons mentionné dans notre dernière émission. Oui, il a donc été libéré. Et j'espère que cette fois-ci, lors de notre prochain entretien, je parlerai de mon père, qui est, Inch'Allah, gratuit. Voilà donc un phénomène. L'autre facteur est le niveau des exécutions. Donc oui, j'essaye d'être juste en parlant de ces avancées, même si nous espérons une démarche bien plus large pour libérer les gens et clore définitivement le dossier des détentions arbitraires en Arabie Saoudite. Cependant, l'autre phénomène, tout aussi remarquable et captivant, n'est pas moins fascinant. C'est le niveau absolument extraordinaire des exécutions auxquelles nous assistons actuellement dans le royaume, un spectacle véritablement saisissant. C'est en train d'exploser. Par exemple, rien que cette année, jusqu'à présent, nous en sommes à 240 personnes. Rien que cette année, depuis le début janvier jusqu'en août. C'est un chiffre record dans l'histoire de la péninsule arabique. Il y a à peine 2 ou 3 mois, ils ont exécuté Turk Al-Jasser, un journaliste, comme Khashoggi, mais cette fois-ci de manière judiciaire, au tribunal, au lieu d'une exécution extrajudiciaire, comme pour Khashoggi. Et c'est tout simplement sidérant de voir qu'ils n'ont jamais renoncé à la brutalité. C'est comme, bon, vous relâchez des gens, pourquoi est-ce que vous... C'est juste. C'est vraiment étrange, la façon particulière dont les dictateurs pensent et agissent, et je pense sincèrement que cela démontre de manière assez claire que nous ne devrions absolument pas toujours nous fier à la prétendue bonne intention ou à la simple bonne volonté de ces dirigeants autoritaires et souvent imprévisibles. On devrait toujours maintenir la pression. On devrait toujours compter sur nous-mêmes, tu sais, pour les surveiller jusqu'à ce qu'on les écarte du pouvoir, bien sûr, parce que c'est pour moi l'objectif ultime, tu vois. Mais le truc, c'est que oui, il exécute un certain nombre de personnes, y compris Abdullah Chambari. Je veux mentionner Abdullah Chambari ici, parce que je connais personnellement ça. Il faisait partie des analystes qui, d'ailleurs, travaillaient en Turquie sur la Turquie. Il était diplomate saoudien en Turquie. Il a reçu le prix présidentiel de la part des dirigeants turcs. Il a facilité les relations entre les deux pays et était suivi par des milliers de personnes. Il y a eu un moment où il a vraiment parlé de sa relation avec MBS, comment il traduisait des choses pour le roi en présence de MBS. Il a dit ça en ligne. Et puis, il a été arrêté en 2021 et exécuté l'année dernière. À cause de quoi? Ils ont dit « haute trahison ». C'est aussi vague que ça. Aucun détail, aucune histoire, rien du tout. C'est clairement une histoire inventée, des accusations montées de toutes pièces, comme celles qu'ils ont déjà fabriquées. Pour tellement de dissidents, d'activistes, et même pas seulement des activistes, juste des gens qu'ils veulent, tu sais, exécuter dans le royaume. Pourquoi? Je veux dire, tu es ici à Washington, D.C., et tu échanges avec des décideurs politiques aussi bien à gauche qu'à droite. Pourquoi penses-tu que l'Arabie Saoudite, d'une certaine manière, bénéficie encore d'un passe-droit en ce qui concerne sa répression intérieure? Je veux dire, c'est un fait que l'Arabie Saoudite entretient toujours, bien sûr, une relation très forte. Nous comprenons parfaitement les raisons pour lesquelles cette situation se présente, mais il est également important de noter que dans les grands médias d'information et les plateformes de communication, ainsi qu'au sein des sphères politiques et des milieux décisionnels en général, on ne constate pas, ou du moins très rarement, ce même degré d'indignation et de colère manifeste. De critiques que l'on retrouve envers d'autres États autoritaires, d'autres régimes autoritaires qui peuvent exister dans la région. Qu'est-ce qui fait que l'Arabie Saoudite bénéficie encore, conserve encore ce passe-droit? Alors, je pense que c'est essentiellement une question d'argent et de niveau d'influence. Je voudrais sincèrement vous donner un exemple très récent et particulièrement pertinent.
un commentaire détaillé a été publié aujourd'hui même sur la situation des humoristes qui se rendent en Arabie Saoudite à partir de ce vendredi. Des humoristes de l'Ouest américain? Oui, la plupart sont en fait des humoristes américains, y compris des gens que j'apprécie beaucoup et dont je ris toujours à leurs blagues et à leurs spectacles de stand-up. Louis C.K. Russell Peters, comment s'appelle-t-il déjà? Iglesias Sky. Tu sais... Je le nierais. Je pense pas que les Américains soient si drôles, donc je le ne fais pas. J'y dirais que ce n'est évidemment pas du tout de votre faute, mais il faut aussi absolument inclure des gens comme notamment des personnes venant du Royaume-Uni. Oui, c'est très important. Et fait juste... triste. L'un d'eux, en fait, L'un d'eux a spécifiquement mentionné dans un podcast qu'on lui avait effectivement proposé la somme considérable de 350 000 € pour un seul et unique spectacle. Et juste pour te donner une idée plus précise de l'ampleur réelle du truc, un spectacle moyen comme celui-ci aux États-Unis, généralement, c'est genre 35, 50, 60, 70 maximum. Si c'est vraiment exceptionnel. Mais on leur a donné 350. Et il a dit dans l'émission, je connais des gens à qui on a donné même des millions, genre 1 million ou 1 million et quelques pour un seul show. C'est le plus drôle dans tout ça, je sais pas si c'est une blague ou pas. Et il ne plaisantait absolument pas du tout à ce sujet. Pour reprendre la célèbre et pertinente expression de Mehdi Hasan, il a clairement et sans équivoque dit qu'il y allait. Il a pleinement et entièrement accepté la proposition. Sérieux? Et il a dit ouais. Il a dit, je sais. C'est de l'argent sale. Je m'en fiche. Ce n'est pas parce que Il a dit, ce n'est pas parce que je paraphrase Garcia. Il a dit, ce n'est pas parce que ça m'importe moins, mais parce qu'on lui a proposé beaucoup d'argent. Et je suis plus honnête et direct que beaucoup d'entre eux qui font semblant de se soucier et de se dire plein de principes, puis ils font exactement la même chose que moi. Non. Ce que nous leur avons proposé, ce que nous leur avons demandé de faire, et Human Arts Watch a aussi publié un rapport, je crois hier ou avant-hier, dans lequel ils demandaient à ces humoristes de prendre la parole. Ils ont dit, d'accord, au moins si tu y vas, on sait que c'est de l'argent sale, mais au moins exprime-toi et dis quelque chose. Sauf que tu te tiens à l'écart. Donc oui, c'est essentiellement pour ça qu'ils se plie en quatre pour si c'est une expression qu'on peut utiliser dans ce podcast pour la direction saoudienne. Et je voudrais aussi dire quelques mots. C'est d'une part une vision orientaliste de l'Arabie saoudite et du peuple saoudien, et plus généralement des peuples arabes et musulmans, selon laquelle ils seraient arriérés et seulement, entre guillemets, une direction éclairée qui correspond à leur conception de ce à quoi devraient ressembler les réformateurs sociaux, pourrait les amener à leur niveau de standard. Et cette idée d'autocratie bienveillante, selon laquelle un autocrate, un dirigeant autoritaire, un dictateur, qui fait ce que les propagandistes zélés de ces gouvernements et de ces régimes dictatoriaux disent, une thérapie de choc absolument nécessaire pour la société afin de l'amener progressivement à l'illumination, à l'ère des lumières de la société moderne et contemporaine, une période de grand progrès et de rationalité. Comme si, en fait, le problème venait du peuple, et c'est ce que nous avons dit depuis le début. C'est pourquoi je crois beaucoup au peuple, et je pense nous ne devrions pas jouer le jeu de ces dictateurs en reprenant, vous savez, leurs récits sur notre propre peuple. C'est vrai. Parle-moi du peuple saoudien, parce que l'impression que l'on a des Saoudiens, c'est qu'ils ont avalé la ligne du gouvernement, sans réserve, complètement. Je veux dire, ils sont impliqués, ils vont au spectacle de comédie, ils assistent aux shows de divertissement. D'une certaine manière, leurs sens ont été émoussés par ces divertissements, par l'industrie du spectacle qui s'est développée ces dernières années. Donc l'impression que l'on a peut-être à tort de l'extérieur, c'est qu'on tombe dans le même cliché orientaliste. Peut-être. On a l'impression, tu sais, que le peuple saoudien est aligné avec le gouvernement et préfère vivre dans une ignorance heureuse. Je veux dire, t'as évidemment grandi dans le pays. Raconte-nous un peu ce qu'est un Saoudien ordinaire. Absolument.
Alors, il y a un phénomène qu'on avait l'habitude d'appeler en Arabie Saoudite. J'essaie de traduire parce que, bien sûr, c'était dit en grandissant en arabe. Et mon arabe est tellement mauvais. Il y a des gens qui vont à des concerts de musique, qui veulent absolument sortir, s'amuser pleinement et profiter de la vie au maximum. La religiosité de ce savant est au-dessus de ta tête, mais tu veux aussi t'amuser. Comme l'a dit un jour, je crois, Ali Al-Wardi, si beaucoup de musulmans devaient choisir entre la laïcité et l'islam, ils voteraient pour l'islam, mais iraient vivre dans une société laïque. Ou quelque chose dans ce genre. C'est ce en quoi ils croient. C'est ce en quoi ils ont foi. Parfois, ils ont, tu sais, des pratiques qui peuvent être compatibles ou incompatibles. Mais il est, je pense, encore plus dangereux, selon moi, d'imposer des choses à la société sans lui laisser le choix. Ça, c'est une chose importante. Et deuxièmement, il faut essayer, en gros, de fabriquer cette espèce de chose, cette sorte de création. Pratique imposée libérale. C'est pratique, appelons-les ainsi. Ouais, oui. Forcer ça dans la société et l'imposer, tout en étant en même temps très très oppressif, politiquement, socialement et même religieusement. Ouais. Voilà. Cette dynamique fondamentale, en fait, c'est véritablement la recette essentielle pour créer une société qui, d'ailleurs, demeure très profondément conservatrice dans sa nature intrinsèque, en théorie pure, et dans sa compréhension globale et approfondie. Mais aussi ressentir ce paradoxe, ressentir cette dichotomie, ressentir ce problème comme quelque chose d'intériorisé, je dirais. Un problème où parfois il le laisse sortir de manière tout à fait inappropriée et simplement incorrecte. En gros, je dirais que si tu me demandes, je pense que la majorité des gens n'aiment pas le gouvernement. Mais si tu me demandes pourquoi ils ont l'air heureux, si j'étais là-bas, je pourrais aller voir un film au cinéma. Est-ce que ça voudrait dire que je suis moins dissident? Non. Mais parce que c'était, tu sais, l'autorisé. Donc, le problème pour beaucoup de ces gens, c'est les calculs naturels qui se font dans leur tête. C'est que se révolter, ça pourrait mener à une situation pire. Donc ça, c'est 1 et 2. Se révolter nécessiterait la capacité de se révolter. Et d'ailleurs, c'est pour ça que c'est encore plus dangereux. Parce que cette politique répressive conduirait les gens à, en gros, attendre cela. Je dirais, entre guillemets, le bon moment. Et puis, lorsqu'elle se révolte, cela peut mener à des choses différentes, qui ne nous plairont peut-être même pas. Voilà en quoi c'est bobet. Et c'est pourquoi même des régimes comme ceux d'avant, comme celui de Bachar al-Assad ou d'autres, sont comme un cessé. Et genre... ils choisissent la répression à chaque fois. Même s'ils savent que ça va probablement mener au pire quand ils partiront. Parce que pour eux, ils ne font que protéger leur iPod. Et après ça, ça pourrait mener à l'enfer. Ils s'en fichent complètement. Peut-être... J'aurais peut-être dû te poser cette question plus tôt, mais je voudrais savoir, est-ce que MBS est passé au-delà de ses engagements idéologiques, tu sais, envers Israël, envers l'Amérique, pour entrer dans une phase plus transactionnelle dans sa manière de gouverner? Et devons-nous nous attendre à voir cela? Le royaume cherche-t-il vraiment d'autres partenaires? Peut-être des partenaires orientaux? Bien. Je pense surtout à la Chine ici, par exemple. Je veux dire, pour revenir à cette question sur le Pakistan, l'un des analystes que j'ai lu disait que la défense du Pakistan est bien sûr un très bon moyen d'accéder à l'architecture de défense chinoise, non? Alors, que se passe-t-il? Pensez-vous qu'il y a au moins une maturation des relations au-delà de l'Occident en ce qui concerne l'Arabie Saoudite? Eh bien, on nous pose souvent cette question. Et ils appellent ça, vous savez, le pivot vers l'Est, ou le moment Chine ou Russie. L'administration Biden, en fait, a beaucoup utilisé cet argument pour dire « c'est pour ça que nous nous rapprochons de l'Arabie Saoudite », alors qu'on l'avait autrefois qualifié d'État paria. Et qu'on essaye de
quand on a dit un jour qu'on allait la traiter comme un État paria et qu'on l'accueille maintenant à bras ouverts. Ça fait partie, vous savez, du récit qu'ils ont présenté, et c'est même une partie du discours de Biden, qu'il a publié dans le Washington Post à l'époque, pour justifier sa visite en Arabie Saoudite. Oui, donc maintenant, si on regarde cette idée de pivot vers la Chine ou la Russie du point de vue de la ville, est-ce que c'est authentique? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est quelque chose de durable? Est-ce que c'est une compréhension ou une approche plus profonde de la dynamique sécuritaire dans la région? Je pense que non. Premièrement, je voudrais juste citer l'actuel ambassadeur en Turquie et envoyé spécial en Syrie, Tom Barak, qui d'ailleurs a déjà été inculpé ici à Washington comme lobbyiste des Émirats arabes unis, ce qui est assez drôle. Bref, donc ce type, ce gars des Émirats, si on peut dire, on lui a demandé si, vous savez, les États-Unis va toujours rester un allié permanent de l'Occident et des autres, et il a littéralement répondu, quoi? Beaucoup de gens dans le domaine disent que les États-Unis n'ont pas d'amis permanents, mais des intérêts permanents. Et vous savez, ils considèrent véritablement l'Arabie Saoudite comme un trésor inestimable, une ressource d'une valeur immense, comme une gigantesque raffinerie de pétrole essentielle pour l'économie mondiale, une source d'énergie cruciale et stratégique. Mais du point de vue saoudien, on lui a posé la question à ce sujet. Pivot vers la Chine et la Russie. Donc il a analysé cela sous cet angle. Il a dit, nous savons qu'ils disent cela souvent, c'est-à-dire j'utiliserai l'exemple des Émirats arabes unis et d'autres qui le répètent souvent. Nous irons vers la Chine ou la Russie si vous ne nous donnez pas ceci ou cela, ou des garanties de sécurité, ou des F-35 ou d'autres choses. Et puis, le pivot stratégique vers la Chine et la Russie était en fait, vous savez, je pense qu'ils le disent toujours, et cela reste une position importante pour eux. Alors, Il a dit, nous savons qu'ils ne sont pas sincères à ce filet. Nous savons qu'ils ne vont pas le faire. Nous savons qu'ils sont simplement en train de bluffer, si je puis dire. Cela fait partie de leur stratégie pour forcer les États-Unis à leur donner plus, à leur permettre d'en faire davantage. Et je pense, pour être honnête, que dans une certaine mesure, certaines personnes ici à Washington y croient, et beaucoup n'y croient pas, y compris Tom Barak, comme il l'a dit maintenant. Il a dit, nous savons qu'ils ne sont pas sincères, qu'ils ne vont pas le faire. Et il leur faudrait non pas des jours, des mois ou des années, mais des décennies, rien que pour opérer ce changement. Probablement une partie de leur infrastructure de sécurité vers l'Est, pour la faire fonctionner, sans parler de l'ensemble, vous savez, de l'infrastructure militaire, par exemple. Pour l'Arabie Saoudite, par exemple, une armée qui a été entièrement construite aux États-Unis. Et en Occident, il est pratiquement presque impossible, du moins pour les 40 prochaines années, de soi-disant se tourner vers la Chine ou la Russie. Cela ne veut pas dire que c'est le bon moment ou le mauvais moment. Concrètement parlant, je parlais justement de ça avec un officier de l'armée de l'air saoudienne, enfin un ancien officier, et il a dit littéralement ce qui suit. Al-Vadvi. Pour seulement, vous savez, l'entretien d'un équipement, cela demanderait beaucoup d'argent et beaucoup d'attention. De la source originale des États-Unis, vous savez, des gens pour réparer ou entretenir les choses. Juste une seule fois, vous savez, une seule utilisation de, vous savez. Oui, le matériel militaire, sans parler de toute l'infrastructure. parle-moi un peu de la vision 2030. Je veux dire, c'est à bien des égards la source de la légitimité saoudienne. Mais la vision 2030 subit une certaine pression, au moins sur le plan politique, économique et social. Il ne semble pas qu'elle ait eu l'impact qu'on espérait. Le projet NEOM a été réduit. Right. Le programme Vision 2030 est-il désormais obsolète ou a-t-il encore de la vie? Donc, je pense tout d'abord que je ne veux pas parler de légitimité, car la légitimité, si j'ai bien compris, constitue un fondement plus profond pour l'établissement et la fondation d'un État. Et je pense, si c'est une source de légitimité pour le gouvernement saoudien, que vont-ils faire après 2030?
Vous savez, MBS, en 2016, il a déclaré que d'ici 2020, nous pourrions vivre en Arabie Saoudite sans pétrole. Et regardez où nous en sommes aujourd'hui, en 2025. L'Arabie Saoudite n'est même pas plus dépendante du pétrole qu'aujourd'hui, et ce à tous les niveaux. Et avec le manque criant et persistant de liquidités disponibles, le marché boursier saoudien, un pilier économique majeur de la région, se trouve actuellement plongé dans une situation véritablement catastrophique, caractérisée par une instabilité profonde et des perspectives d'avenir incertaines pour les investisseurs et l'économie nationale. Il manque l'argent nécessaire et les ressources financières adéquates pour que tous ces méga projets ambitieux puissent véritablement voir le jour et se réaliser pleinement. Et en ce moment précis, tu sais, l'exemple frappant que tout le monde donne et mentionne en ce moment, c'est le projet futuriste The Line, qui devait à l'origine faire une longueur impressionnante de 270 km de long. Et aujourd'hui, il n'en fait que 3 km. Ce n'est même pas 1% du plan initial. Donc oui, tu as raison, il y a ce qu'ils appellent, en gros, je dirais qu'il y a une attente modérée quant à ce que le projet va réellement être. Mais en même temps, on est aussi très indulgent, les gars. Mais en même temps, ils n'ont pas abandonné la vision 2030. Ils en parlent toujours. Ils pensent que c'est une idée pour rassembler tout le monde. Et c'est en quelque sorte le plan directeur. Et pour lui, au début, je pense qu'il essayait de matérialiser quelque chose de concret qui pourrait faire de lui un héros. Je pense qu'à présent, il a compris que ça n'arrivera pas. Et quand Mixon peut faire de lui un héros, c'est en fait jouer sur l'image. En gros, il ne s'agit pas de faire avancer les choses concrètement, mais plutôt dans l'espace en ligne, où il peut promouvoir cela comme si quelque chose se passait. Et aussi jouer sur d'autres aspects, y compris d'ailleurs ce qu'ils appellent la pression sur l'État palestinien, parce qu'ils savent que la question palestinienne est très populaire parmi les Saoudiens. On entend ces dernières semaines que l'Arabie Saoudite fait en réalité beaucoup pour la Palestine, à tel point qu'un de mes amis, qui a beaucoup d'humour, a dit « MBS est maintenant une cocotte minute ». Il met la pression sur tous les États du monde aussi. Faites ceci, il parle tout le temps de la pression. C'est ce qui est mis en avant en ce moment, chaque jour en Arabie Saoudite. C'est comme ce qu'ils appellent la pression saoudienne, c'est-à-dire regardez ce que la pression saoudienne a fait, chaque pays qui reconnaît la Palestine. Pour le faire. Et donc, ils essayent de dire, regardez, maintenant, on se soucie de cette question. J'espère que c'est le cas. Je ne dis pas, d'ailleurs, que ce n'est pas la bonne direction. Mais encore une fois, faire semblant d'aimer et faire semblant de se soucier, c'est pour moi un bon progrès dans la bonne direction. Attendez. Si cette vidéo vous a plu, vous allez adorer le podcast Thinking Youth, un nouveau projet de Thinking Muslim qui rassemble de jeunes musulmans du monde entier. Nous parlons de la Malaisie, du Canada, de l'Europe et même des États-Unis, où nous réunissons les jeunes esprits les plus brillants pour nous demander comment pouvons-nous élever la pensée des jeunes musulmans. Comment pouvons-nous faire renaître l'Ummah? Comment pouvons-nous rendre ce monde meilleur? Nous sommes vraiment ravis de vous proposer des invités de grande qualité dans les prochains mois, que vous allez adorer. Nous avons donc hâte de lire vos commentaires, vos retours et que vous rejoigniez et vous abonniez au podcast Thinking Youth. Merci beaucoup. Et maintenant, retour à l'émission. Nous avons intitulé notre dernier épisode quelque chose comme « Gaza pourrait faire tomber l'État saoudien ». Et ce que tu as décrit aujourd'hui à propos du peuple saoudien, du peuple du pays, c'est qu'il y a un véritable mouvement d'opinion. Un mouvement pro-Palestine qui déteste ce qui se passe à Gaza et qui ressent de la compassion pour nos frères et sœurs à Gaza. J'essaye juste de concilier, tu sais, tout ce que tu as dit aujourd'hui avec l'idée que MBS a vraiment perdu le contrôle du pouvoir. Parce qu'il me semble, d'un point de vue extérieur, et je ne suis pas ça d'aussi près que toi, que MBS a vraiment une emprise très forte sur le pouvoir en Arabie Saoudite. Et il ne semble pas y avoir, du moins en interne, un mouvement organisé. Et bien sûr, on a toutes les réserves habituelles sur le fait que c'est très difficile à évaluer. Il ne semble pas y avoir de mouvement interne, ou du moins il a déjà géré ses poches de troubles, ses défis en Arabie Saoudite. Dis-moi, est-ce qu'il y a vraiment une possibilité ici, comme pour Assad et d'autres, est-ce qu'il y a une possibilité pour ça? Que le régime tombe? Eh bien, 2 points rapides. Je ne sais pas, quand je dis points rapides, je ne sais pas s'ils vont vraiment l'être, mais je vais essayer. Je t'en prie,
De rien, avec plaisir. Alors, le premier, c'est que si tu demandes aux Syriens, et d'ailleurs j'ai un ami syrien, je ne veux pas le nommer, parce qu'il a maintenant un poste au sein du gouvernement syrien, je lui ai demandé quelques semaines, je te jure, avant la chute du... Assad. Et je lui ai demandé, il a dit, nous ne pensons pas que cela va se produire. Et il a dit en conclusion que nous examinons attentivement les actifs financiers qui vont être progressivement normalisés dans le monde arabe. Et nous essayons simplement de tirer le meilleur parti de ce moment présent et crucial. Et puis, quelques semaines plus tard, pourquoi? Parce que le régime Assad avait absolument tout contre lui, toutes les chances étaient contre lui, mais il mise uniquement sur le pouvoir, pas sur le peuple, pas sur la structure sociale, pas sur les institutions, pas sur les pays voisins. En gros, il mise sur les mauvaises choses. Et McLaughlin a dit un jour, vous savez, la politique. Pour continuer, il faut une base de ce qu'il appelait... Aujourd'hui, on appelle ça la légitimité ou la solidarité. C'est pourquoi je pense que la légitimité est plus profonde qu'un plan ou une vision. C'est un terrain où l'on crée, où l'on a le peuple, où l'on laisse le peuple avoir confiance. Pas en vous personnellement, mais dans les institutions, dans le gouvernement, dans le système politique, dans le système de comprendre cette relation entre les gouvernés et le gouvernant. C'est même ce que la légitimité signifiait aux yeux des juristes historiquement, al-Shara'iyya, siyasa al-Shara'iyya, n'est-ce pas? C'est pour cela qu'ils étudiaient cela. Donc, encore une fois, pour revenir à MBS, cette idée que il a une emprise extrêmement forte et incontestable sur le pouvoir. Et je pense sincèrement que cette perception est en réalité assez superficielle. Ce n'est pas seulement que, vous voyez, c'est superficiel dans le sens où il a réussi à réduire absolument tout le monde au silence, mais en réalité, cette situation est très dangereuse et potentiellement déstabilisatrice pour l'ensemble du système. Cela signifie simplement repousser. L'implosion, je crois, c'est le bouzou. Mais ici, il s'agit de repousser la crise et de faire en sorte que les gens aient peur. Et il a dit un jour à mon père, il a dit « Je pense que les sociétés sont gouvernées par la peur, pas par l'amour ». Et je pense qu'il le croit vraiment. Et il cite Machiavel, je ne sais pas si c'est à raison ou à tort. Moi, je pense toujours que c'est à tort. Mais... Le fait est qu'il pense que la peur, à elle seule, peut faire en sorte que les gens, vous savez, sommeillent. Et je ne suis pas d'accord. C'est pour ça que je suis un dissident. Je veux dire, le fait est que ce n'est qu'un seul facteur. L'autre chose, c'est que je pense que, en aliénant de nombreux segments de la société saoudienne, il pousse beaucoup de gens à devenir dissidents. Des gens qui ne l'étaient pas traditionnellement. Je veux dire, par exemple, les familles royales. Par exemple, nous avons des alliés au sein même de la famille. Nous avons des alliés dans différents segments de la société saoudienne. Nous avons par exemple des alliés qui ne sont pas des alliés traditionnels. Rien qu'aujourd'hui, je parlais avec un ancien ministre d'État qui a été mis à l'écart, et il ne faisait que se plaindre et parler de tout ça. Des idées, et il envisageait même une action en justice. Donc, parler de toutes ces choses mène au final, et je pense qu'à terme, plus vous les aliénez, plus vous aliénez gens, plus en quelque sorte les discussions vont bon train, plus il y a de chance. Pour en gros finir par avoir des ennuis considérables, des problèmes sérieux et des complications inattendues, je dirais pour le moins que cela pourrait devenir une situation délicate. C'est précisément pour cette raison fondamentale que je ne suis absolument pas pessimiste quant à l'avenir, car je crois en notre capacité à surmonter ces défis. Et c'est pour ça que je pense qu'il ne faut pas juger sur les attendances. Ouais. Est-ce que je peux te demander comment nous, les non-saoudiens, devrions voir le royaume? Parce que, bien sûr, tout le monde voit ce que les Saoudiens ont fait et font, et nous sommes très perturbés par leurs actions, particulièrement la normalisation avec Israël et leur inaction concernant Gaza. Il y a eu une discussion, elle n'a pas vraiment pris d'ampleur, mais il y a eu une conversation parmi les musulmans. C'est-à-dire, devrait-on vraiment aller aussi souvent à Amra, par exemple, et comment cela profite à l'économie saoudienne? Et devrait-on vraiment faire?
Devrait-on maintenant considérer l'Arabie Saoudite comme un pays à boycotter, par exemple? Quel conseil donneriez-vous à un musulman ordinaire, vous savez, qui va à Umrah, surtout ici en Occident? Nous pouvons aller à Umrah chaque année si nous le voulons, et certaines personnes y vont effectivement. Sur leur chemin vers Dubaï ou ailleurs, ils passent par Umrah. Dubaï est un autre pays qui devrait probablement boycotter. Comment devrions-nous voir les choses? L'Arabie Saoudite, genre quoi? Pouvez-vous démêler ce dilemme pour nous, s'il vous plaît? Oui, bien sûr. Donc ça n'est pas facile, même pour moi, même si on y a beaucoup réfléchi et qu'on en a beaucoup discuté avec pas mal de monde. Et beaucoup de gens. Et beaucoup de gens, oui. Et beaucoup de mes collègues, y compris au sein de la communauté des dissidents. Je pense que je laisse ça aux gens et à leur propre jugement. Surtout à ceux qui n'ont jamais fait le Hajj. C'est-à-dire que ce soit le fait d'accomplir le rituel et de savoir si cela va représenter un risque pour eux ou non, et si cela va profiter directement ou non au gouvernement saoudien. Je pense que oui, au final, c'est le cas. Je veux dire, le gouvernement saoudien profite du nombre de personnes. Mais croyez-le ou non, au final, je pense qu'on s'est rendu compte, et alhamdoulilah, j'étais dans cette position où j'investis davantage dans cela. Non. Il ne s'agit pas de dire aux gens de ne pas y aller, mais plutôt d'en profiter pour, vous savez, parler avec les gens, avoir des conversations, bien sûr faire attention, mais aussi, vous savez, documenter. Et une fois que vous rentrez, vous pouvez parler, vous pouvez avoir une conversation. Et vous savez, c'est comme, par exemple, je me souviens pendant le Hajj, pas la dernière fois, mais le Hajj d'avant, beaucoup de personnes qui nous ont aidés à documenter. Vous savez, la shahada pendant le Hajj, pendant la crise du Hajj, c'était en fait tous ces gens et ces individus. On a en quelque sorte créé une sorte d'équipe de crise, je dirais. Et pendant ce Hajj, en fait, nous avons documenté plus de 1000. Personne décédée. Bousculade. Ouais. Exactement. Et puis, à ce moment-là, le gouvernement saoudien est sorti et ils ont dit qu'il n'y avait eu aucun incident. Nous Les avons interpellés. Nous avons parlé à toutes les agences que nous connaissions. Nous leur avons envoyé les chiffres. Nous leur avons envoyé des lettres. Nous avons parlé à tout le monde, y compris des diplomates, comme des diplomates jordaniens, égyptiens, tunisiens, et tu sais, de partout dans le monde, et même des diplomates occidentaux, qui avaient perdu le contact avec leurs citoyens. Et ensuite, nous les avons mis en relation avec des agences. Tu sais, l'agence France Presse, l'AP et d'autres agences. Et puis, quand le Washington Post et d'autres journaux et quotidiens ont commencé à publier à ce sujet, le gouvernement saoudien paniquait complètement. Il nous détestait surtout de ça. Et puis, plus tard dans la semaine, ils ont fini par admettre que 1301 personnes étaient mortes pendant le Hajj. Allah khamrum jamian. Et si ce n'était pas pour ça, pour ces personnes, ces individus qui ont vraiment fait beaucoup pour aider les pèlerins et les protéger, et p'sait. Donc c'est juste, tu vois, un exemple de ce que tu peux faire au lieu de simplement te laisser attraper par le destin. Alors, parlons de la politique contemporaine, de ce qui s'est passé ces derniers mois. Bien sûr, nous avons effectivement eu une série d'événements tragiques et particulièrement dévastateurs, notamment les horribles explosions ou attentats terroristes qui ont ciblé la direction du Hamas à Doha, provoquant une onde de choc considérable. Et il me semble, et peut-être que j'exagère encore, mais il me semble que ces derniers mois, avec le comportement belliqueux d'Israël ces semaines-là, est-ce que les actions d'Israël ont peut-être poussé le gouvernement saoudien à réfléchir? Parce que lors de notre conversation initiale, il y a 7 mois, tu sais, tu étais assez catégorique sur le fait que l'Arabie saoudite était en voie de normalisation. C'est vrai. Penses-tu que ces actions d'Israël au cours des derniers mois ont vraiment réveillé l'établissement saoudien face aux véritables intentions de l'État israélien? C'est une très bonne question. Je pense que réveiller est un mot très fort, très optimiste. J'espère que c'est le cas. Concrètement, je pense que ce n'est pas le cas, et je vais expliquer pourquoi ici. Premièrement, en analysant le schéma, quand on veut comprendre la politique de quelqu'un ou d'une direction, il faut détecter le schéma.
Si tu observes le schéma de la direction saoudienne depuis l'arrivée au pouvoir de MBS, tu comprendras clairement que la normalisation était quelque chose qu'ils poursuivaient depuis le début. Je voudrais rappeler à vos auditeurs et téléspectateurs que quelques jours seulement avant le 7 octobre, MBS a déclaré « Nous n'avons jamais été aussi proches de la normalisation qu'aujourd'hui ». Ouais. Il a dit ça sur Fox News. Et puis, même quand le 7 octobre est arrivé, je ne sais pas si tu t'en souviens, mais il a aussi approché les Israéliens avec une idée et un plan pour qu'ils arrêtent même. Vous savez, pour une courte période. Pendant un certain temps, le bombardement de Gaza a été instauré en échange de la normalisation, car il souhaitait toujours normaliser les relations. Cependant, ce qui a changé au fil du temps, c'est que les Israéliens se sont moins intéressés à la normalisation, dans le sens où les Saoudiens et leurs dirigeants étaient plus intéressés par la normalisation qu'Israël lui-même. Et ce n'est pas seulement mon avis, c'est aussi l'avis de quelqu'un comme James Dorsey et d'autres personnes très proches de la compréhension des hauts dirigeants israéliens actuels. Donc, je pense que c'est un point important pour comprendre ce qui s'est passé, ce qui a mené à la situation actuelle. Donc, je pense que c'est un point important pour comprendre ce qui s'est passé, ce qui a mené à la situation actuelle. Ainsi, même ces dernières semaines, Israël, un des principaux journaux israéliens, j'ai malheureusement oublié lequel précisément, a récemment rapporté que le Premier ministre Benjamin Netanyahou avait personnellement envoyé un message très clair à MBS, le prince héritier saoudien, disant qu'il n'attendait plus du tout que les MP, c'est-à-dire les membres du Parlement, viennent vers eux pour une éventuelle normalisation des relations diplomatiques. Cela signifie, en d'autres termes, qu'ils ne sont même plus réellement intéressés par cette démarche. Ils ont envoyé un message, c'est comme si, maintenant la normalisation ne nous intéresse même plus. Les Américains, et il y a plusieurs rapports officiels qui disent que les Américains ont envoyé de nombreux messages importants et plusieurs, vous savez, des communications diplomatiques. Vous savez, des conversations, ils ont eu plusieurs conversations avec Benjamin Netanyahou et tous les dirigeants de l'occupation, en leur disant que, si vous voulez une normalisation avec ces pays du Golfe, ou les pays du Golfe restants qui n'ont pas encore normalisé, vous devriez au moins trouver un moyen d'arrêter de faire cela, ou adopter une approche différente à ce sujet, juste pour sauver la face de ces dirigeants, afin qu'ils puissent avoir une normalisation correcte avec vous. Et il a ignoré tout cela et a continué avec tout ce qui s'est passé. Et nous aussi donc. Donc je pense que c'est le deuxième quoi. Troisièmement, MBS. Et le gouvernement et les autorités saoudiennes se sont retrouvés dans cette situation où ils veulent poursuivre la normalisation, mais la normalisation elle-même n'est pas poursuivie par les Israéliens avec lesquels vous voulez normaliser. Donc, vous ne pouvez pas être plus monarchique que le monarque lui-même, et ensuite que le roi lui-même. Je veux dire, ils se sont vraiment retrouvés dans une situation embarrassante où ils veulent quelque chose pour Israël qu'Israël lui-même ne veut pas, vous voyez? Poursuivre de la manière dont les Saoudiens l'ont fait. Et puis, je veux dire, le calcul minutieux qu'ils ont méticuleusement élaboré dans leur tête fait que, si cette situation regrettable et indésirable n'arrive pas, au moins nous voulons absolument et clairement montrer à notre public fidèle et à notre population attentive que nous sommes profondément et sincèrement concernés par cette question cruciale et que nous nous soucions véritablement et activement du sort des Palestiniens, de leur bien-être et de leurs droits fondamentaux. Ils ont poursuivi cette question. Et oui, je pense qu'il est vraiment important de bien comprendre tout cela en le disant clairement. Je suis un fervent croyant que la grande majorité, et je crois l'avoir dit à de nombreuses reprises auparavant, la grande majorité de la population saoudienne croit encore, comprend et soutient la cause palestinienne de tout cœur. Ne croyez pas ou ne vous laissez pas trotter. Mais ce que vous voyez en ligne, tout cela est fabriqué dans de petites salles à Riyad par le gouvernement saoudien. C'est ce qu'ils voulaient que vous voyiez, pas ce que la population saoudienne fait ou pense réellement. Abdullah, pourquoi penses-tu que les Israéliens ne sont plus enclins à la normalisation avec Israël? Parce qu'à un moment donné, cela était considéré comme, tu sais, le couronnement de l'accord du siècle.
Qu'est-ce qui a changé? Je pense que ce qui a changé, c'est que le calcul interne du gouvernement israélien et de Netanyahou, surtout Netanyahou, c'est que il y a deux facteurs. Premièrement, la politique étrangère ou l'acceptation des voisins. Et l'autre facteur, c'est le contenu de la population et ce qu'elle souhaite. Comme leur peuple, ce qu'ils pensent, leur population et la plupart des Israéliens, ce qui compte, c'est de gagner la guerre à tout prix. Au prix humanitaire, au prix de toutes les catastrophes, de toutes les épurations ethniques. Et tu sais, toutes les catastrophes qu'on a vues. Et il a sans aucun doute choisi cette dernière option. C'est comme si vous vouliez entretenir une relation diplomatique au détriment du peuple. Et il fut un temps où il pensait devoir choisir, qu'il ne pouvait pas avoir les deux. Donc, si je comprends bien, la normalisation est donc abandonnée dans un avenir prévisible. Oui, pour un avenir prévisible, c'est-à-dire dans les prochains mois. Non, Là, les prochaines années. dans les prochaines années, qui sait si les choses auront radicalement changé, par exemple. L'une des choses que les Saoudiens souhaitent obtenir avant la normalisation, c'est un argument qu'ils puissent mettre en avant auprès du peuple et de la région arabe. Voilà ce qu'ils ont fait pour la Palestine, ouais, en échange de la normalisation. Donc si tu regardes maintenant, je pense que ça va t'aider à comprendre ce qui se passe en ce moment, comme la question de l'État palestinien, et si c'est sincère ou non. Je pense qu'à ce stade, tu as compris ce que je repense. Oui, je veux dire, dans notre conversation précédente, on a parlé des Américains, bien sûr, mais il était très clair pour moi que la normalisation, même s'ils en parlaient comme d'un simple prétexte. À propos d'un État palestinien, en réalité, il y a des enjeux d'intérêt national bien plus importants, ou du moins des enjeux d'intérêt national pour MBS qui sont en jeu. Et la négociation était directement une négociation avec les Américains. D'après ce que tu viens de dire, il me semble que si la normalisation semble écartée, les Américains ne sont pas vraiment intéressés à engager les Saoudiens dans ce rapprochement avec, soi-disant, c'est le calme apparent quand on traverse tout ça. Est-ce qu'on peut dire ça? Je pense que c'est tout à fait juste. Je pense qu'il y a deux points rapides ici. Premièrement, c'est tout à fait vrai. Il a été clairement et explicitement dit, ou c'est devenu absolument clair pour tous ces acteurs et parties prenantes, que la normalisation n'est plus associée, étroitement associée aux garanties de sécurité que les Saoudiens veulent obtenir des Américains. C'est le premier point. Parce qu'avec l'administration Trump et toute la relation purement transactionnelle, il approche essentiellement la question de la façon suivante. L'administration Trump veut de l'argent, veut des accords, veut tous ces milliards de la part des Saoudiens, et il pense qu'ils ont promis de les lui donner. Ils ont signé tellement d'accords, tellement de contrats, c'est maintenant bien connu. Donc, pour la direction saoudienne et Mohammed Ben Salman, eh bien, si cela leur suffisait, alors pourquoi est-ce que nous, tu vois, on ferait ça? Donc, ça fait aussi partie du calcul. Je pense que le deuxième facteur, c'est que, encore une fois, il s'agit de l'évolution de la situation dans la région. Et Netanyahou se rend compte que s'ils veulent obtenir une sorte de concession significative, même juste pour sauver la face, il y a un besoin urgent de le faire. Même ça, il n'est pas prêt à le faire. Il n'est pas, tu vois, dans une position où il voudrait le faire. Et il a choisi de ne pas le faire. Et les Saoudiens se sont dit, eh bien non, pourquoi on le ferait maintenant? Il n'y a aucun intérêt. Et le dernier facteur dans tout ça, c'est aussi, encore une fois, le peuple saoudien. J'ai remarqué ces dernières semaines, je dirais, la tendance des hashtags sur X, bien sûr poussée par les bots saoudiens liés au gouvernement saoudien, c'est que les députés, c'est le nouveau Saladin, je plaisante pas. Je n'invente rien, tu sais. Et d'ailleurs, et ça me rend content, pas parce qu'il mente à ce sujet, mais je suis content au moins qu'il fasse semblant de s'en soucier, ce qui est déjà un petit progrès par rapport au passé. Tu vois, un abandon total de la question, c'est quand il ne prenait même pas la peine de faire semblant. Tu vois, faire semblant de s'en soucier, tu sais, il y a une chanson célèbre, Kouli Walau Kadiban Kanaman Naiman Hulwan, de Nizar Kabani. C'est comme, tu vois, même quand tu mens en disant que tu m'aimes. Je pense que c'est ce qu'il fait.
Bien sûr, il ment, mais au moins il fait semblant d'aimer. Donc, Est-ce qu'on peut pas parler des garanties de sécurité? Parce que, bien sûr, ce qui est vraiment intéressant cette semaine, en fait, c'est la surprise. Le pacte des défenses entre l'Arabie Saoudite et le Pakistan, et bien sûr, cet organisme de défense est présenté, a été promu comme une alliance de défense à la manière de l'OTAN. Et bien sûr, l'un des principaux points de blocage dans les négociations avec les Américains était la création de ce parapluie de sécurité, une alliance de défense de type OTAN entre l'Arabie Saoudite et un Américain. Autant que je sache, cela n'a pas vraiment avancé. ouais, Donc, je suis curieux de comprendre pourquoi l'Arabie Saoudite a décidé de signer ce pacte. Est-ce que c'est important à tes yeux? Et est-ce que cela indique que l'Arabie Saoudite, encore une fois, a réalisé au moins que les Israéliens ne sont plus? Parce que, bien sûr, cela arrive après les attaques de Doha. Et il semble que, tu sais, cela survienne après une série d'activités israéliennes sans précédent à travers le Moyen-Orient. Est-ce donc le signe que MBS s'est réveillé? Et je sais encore une fois que le mot réveillé est probablement trop fort ici, mais a réalisé que les Israéliens ne peuvent pas vraiment être des partenaires de sécurité pour l'avenir. Hein? excellente question. Donc, c'est d'abord, nous devons comprendre le contexte et l'histoire des relations entre les deux pays. En grandissant, j'ai toujours entendu ça. Dans la prestigieuse armée pakistanaise, il y a une brigade spéciale et très respectée qui portait fièrement le nom sacré des deux saintes mosquées et qui était en fait une unité d'élite. À protéger l'Arabie Saoudite. C'est ce qu'il disait. De plus, historiquement, le Pakistan et l'Arabie Saoudite ont eu de nombreux accords, des accords de sécurité, des accords militaires. Il y a cette longue histoire. Quand MBS est arrivé au pouvoir et que les choses sont devenues plus transactionnelles, il s'est rendu compte, au début de la guerre du Yémen, qu'il aurait besoin du Pakistan. Alors il a pensé qu'il pourrait les acheter. Donc à ce moment-là, il a approché Imran Khan. Et il y a eu, si je me souviens bien, un accord. Je ne sais pas combien cela s'est concrétisé, mais il y avait un accord pour défendre l'Arabie Saoudite et tout ça, et l'Arabie Saoudite, en retour, paierait telle ou telle somme. Cependant, Imran Khan ne voulait pas non plus être directement impliqué dans la guerre du Yémen. Mohammed Ben Salman a été très déçu. Il y a eu un moment où même des personnes proches du cercle de MBS ont dit qu'il y avait eu des cris dans la pièce entre les deux. Il y a eu un moment où Imran est parti tellement il était en colère. Donc voilà, cela fait également partie de l'histoire récente entre les deux. De plus, en grandissant, nous avons toujours entendu dire que l'Arabie Saoudite avait ou possédait une arme nucléaire au Pakistan, ce qui signifiait qu'à l'époque, il prétendait, ou du moins affirmait, que le Pakistan servait en quelque sorte de substitut. Pour reprendre le langage de la FIV, la mère porteuse pour la grossesse nucléaire, si je puis dire, pour l'Arabie Saoudite. C'était une partie. Pour défendre l'Arabie Saoudite, une partie des accords, toute cette histoire entre les deux pays. MBS, en ce moment. Après, je dirais le moment BGI de 2019. Le moment BGI, c'est lorsque la raffinerie de pétrole a été frappée par les Houthis. Les Américains, même sous Trump, n'ont pas voulu s'impliquer et ont en gros laissé l'Arabie Saoudite à son sort. MBS a été tellement choqué. Ça a été un tournant dans les calculs sécuritaires de l'Arabie Saoudite. Et MBS, c'est à ce moment-là qu'il a commencé à réfléchir soit à ce que Biden engage les États-Unis dans une sécurité réelle et concrète, un accord où il le défendrait si quelque chose arrivait, ou alors il se tournerait vers quelqu'un d'autre. Donc c'est à ce moment-là précisément qu'il a commencé à faire cela. Maintenant, avec l'accord de sécurité, cet accord fondamental qui s'effondre complètement et qui n'est absolument pas, vous savez, respecté du tout. Quand l'administration Trump, par exemple, n'était pas du tout prête à entrer en guerre pour n'importe quel pays, sauf peut-être, et c'est une exception notable, Israël, le seul pays pour lequel ils auraient pu envisager une telle action.
MBS a commencé à se rendre compte que même s'ils signaient des accords de sécurité avec les Américains sont les maîtres des failles. Ils trouveront une faille dans n'importe quel accord de sécurité. Ils te tourneront le dos. Ils peuvent le faire en un claquement de doigts. Donc ça, c'est une chose. Et deuxièmement, maintenant, dans le calcul, tout ce à quoi pensait MBS, c'était que l'Iran est l'ennemi. Maintenant, si c'était Israël qui bombardait, tu vois? Voilà donc le calcul. Bien sûr, j'y reviendrai. Cela ne va absolument pas l'aider. Les Américains se rangeront sans aucun doute du côté d'Israël et non de celui de l'Arabie Saoudite, s'ils doivent choisir. C'était donc un autre de ces moments, je dirais. Et maintenant, c'est le moment d'Awa, le moment BGI et le moment d'Awa. Est-ce là un progrès significatif vers une meilleure compréhension de la région? Je pense que pour moi, c'est un pas dans la bonne direction. J'essaie d'être vraiment prudent. Là, vous entendez ça d'un dissident, j'essaie d'être juste. Oui, c'est un pas dans la bonne direction, mais il faut aussi être vraiment prudent. Il ne faut pas, je dirais, surestimer ce que cet accord signifie pour les deux parties. D'abord, laissez-moi vous demander ceci. L'accord de l'OTAN signifie en fait que ça va dans les deux sens, non? Ça devrait aller dans les deux sens. Qu'est-ce que les Saoudiens offriraient pour protéger le Pakistan? Parce que le Pakistan a quelque chose à offrir pour protéger l'Arabie Saoudite, s'il le l'est. Est-ce que l'Arabie Saoudite est prête et capable, par exemple, si le Pakistan entrait en guerre avec l'Inde, par exemple? Ce n'est pas un scénario farfelu. Est-ce que l'Arabie Saoudite ferait partie de la guerre comme une guerre intermédiaire? Absolument pas. Ce n'est pas envisageable. C'est juste un scénario simple qui montre que cela n'arrivera pas. L'accord de type OTAN entre les deux pays est plus sur le papier qu'une véritable modification, je dirais, des dynamiques de sécurité dans la région. Pour moi, cela fait partie de la manœuvre de MBS envers l'Occident pour montrer qu'il a d'autres alternatives. N'est-ce pas? C'est une manœuvre. C'est comme s'il disait « Je ne suis pas satisfait de ce que vous m'avez offert jusqu'à présent, et même lorsque vous me donnez des garanties de sécurité, je dois m'assurer que cela va vraiment se concrétiser. » Et peut-être aussi quand le moment d'Aha est arrivé. Et je pense que malgré tous les problèmes et la catastrophe que cela a causé, ça a été un moment qui a au moins permis, je dirais, de corriger un petit peu la trajectoire, légèrement et doucement, si nécessaire. De ce qui pourrait éventuellement arriver, vous voyez bien, et qui, vous le savez très bien. Je veux dire, d'où le problème pourrait venir, vous voyez ce que je veux dire? Donc, en gros, tout ce qui a profondément préoccupé et obsédé l'esprit du prince héritier Mohammed Ben Salman, plus communément appelé MBS, depuis son arrivée au pouvoir et sa prise de fonction, c'est incontestablement la question cruciale et hautement sensible de l'arme nucléaire potentielle de l'Iran, un sujet de préoccupation majeur pour la stabilité régionale. Et en réalité, ce qui a frappé le Golfe récemment, ce n'était pas cet état nucléaire, mais en fait, vous savez, Israël. Alors, y a-t-il eu une réévaluation de l'évaluation de la menace ici? Je veux dire, l'Arabie Saoudite est quand même moins menacée ou moins perturbée par un Iran doté de l'arme nucléaire et peut-être plus perturbée par Israël. Je pense pas qu'on en soit là. Je pense qu'en ce moment, ils ont toujours peur. Je pense qu'ils craignent beaucoup plus les Iraniens que les Israéliens, là. Mais je pense qu'ils le sont. Un peu moins paranoïaques. Ils ne sont plus aussi paranoïaques qu'avant, parce qu'autrefois, ils étaient tellement obsédés par les Iraniens qu'ils ne se souciaient de personne d'autre. Et ça leur donne en quelque sorte un scénario où une alternative pourrait se produire. Donc ils restent méfiants vis-à-vis des Israéliens, mais je pense qu'en ce qui concerne les Iraniens, enfin, je pense aussi à l'implication des Américains dans la guerre. Et tu sais, frapper Téhéran, frapper différentes villes. En gros, la Syrie sort de l'équation pour, tu sais, les alliés de l'Iran.
Et le Hezbollah, tu sais, ce groupe puissant qui se fait aussi frapper et tout ça, cela a véritablement donné à l'Arabie Saoudite un petit moment de réflexion profonde pour repenser sérieusement les choses, en se disant qu'en fait, ils ne sont absolument pas aussi forts qu'ils le pensaient initialement, et même s'ils l'étaient par le passé, ce n'est plus du tout le cas maintenant. Et Israël est devenu, tu sais, un acteur majeur et incontournable de la scène géopolitique régionale. Et je veux juste ajouter une dernière chose essentielle, c'est que les Israéliens, eux, ils ne sont pas vraiment... Tu n'as pas besoin d'analyser ce que les Israéliens veulent dire ou faire. Ils le disent eux-mêmes. Ouais. Et ils le font. Benjamin Netanyahu a dit, on va s'en prendre à toute personne qui, tu sais, est considérée comme une menace pour nous, où qu'elle soit. Et où qu'elle soit, ça devrait être souligné. Quand ils sont allés rendre visite aux dirigeants du Hamas, ces figures influentes et controversées, à Doha, la capitale qatari, malgré, tu sais, toutes les coordinations diplomatiques et stratégiques intenses menées par les Américains en étroite collaboration avec les autorités qataries à ce sujet délicat et crucial. Je veux dire, bon sang, la présence du Hamas à Doha était en étroite coordination avec les États-Unis, pour qu'ils soient positionnés là afin de faciliter les négociations. Et malgré tout ça, malgré tous les alliés, malgré toutes les dépenses somptuaires lors du voyage de Trump, malgré toutes les promesses et tout le reste, ils l'ont fait. Quand même. Abdullah, je suis fasciné par ce terme que tu utilises, le moment de Doha. Je veux dire, penses-tu que c'est un moment non seulement pour l'Arabie Saoudite, mais aussi pour tous les pays de la région? Je me demande simplement parce que j'entends dire qu'il est question d'étendre cet accord avec le Pakistan à l'Égypte, peut-être même au Qatar, et peut-être que d'autres pays de la région voudront aussi rejoindre. À ton avis, quelle est la probabilité que cela arrive? Je pense sincèrement que c'est tout à fait possible, mais je ne veux pas non plus surestimer excessivement cela ou penser que ça va avoir un impact beaucoup plus grand et significatif que ce que cela pourrait réellement faire. Tu vois ce que je veux dire? Et en même temps, je pense, oui, qu'il y a de nombreux acteurs importants et influents dans cette région spécifique qui sont activement impliqués et qui jouent un rôle crucial dans les dynamiques actuelles. On commençait à penser que Israël n'est pas seulement une menace, ils peuvent agir, ils peuvent intervenir. Et je pense qu'avec les Israéliens qui se retrouvent isolés diplomatiquement, ils sont maintenant plus dangereux parce qu'ils ne se soucient même plus de faire semblant de respecter, tu sais, le droit international ou quoi que ce soit. Ils ne l'ont jamais fait, mais là, c'est encore pire. Et maintenant, les Israéliens se rendent au Liban, en Syrie et bombardent l'Iran. Lieu en Irak, à Doha et au Yémen. Enfin, qui d'autre? Là on vient de dire quoi? 7 pays dans la région. Pourquoi pensez-vous que les autres pays seraient, vous savez, à l'abri d'être la prochaine cible? Abdulaziz M. Al-Hamdan, nous concluons cette conversation. Permettez-moi de vous poser une question personnelle. Je vous dirais, est-ce que vous vous inquiétez pour votre propre sécurité? Quand on parle d'être un dissident saoudien, on sait ce qui est arrivé de façon horrible à Jamal Khashoggi. On sait que, je suis passé dans la rue, bien sûr, qui porte son nom près de l'ambassade saoudienne, évidemment, mais on sait mais le gouvernement saoudien reste, comme vous venez de le décrire aujourd'hui, extrêmement répressif. L'Arabie Saoudite utilise toujours le logiciel Pegasus. C'est ça. Les Israéliens leur ont fourni pour essayer de pirater les téléphones de ces dissidents. Est-ce que vous vous inquiétez pour votre propre sécurité? Est-ce que cela vous préoccupe? Eh bien, écoutez, je me souviens de mon enfance. Une fois, je lisais une histoire racontée par mon père. Oui. Il disait qu'une peste était arrivée dans une ville. Et puis, quand elle est sortie de cette ville, sous la forme d'un être humain, les gens l'ont vue. Et ils lui ont demandé et ils ont dit « Ah, c'était toi la peste ?» Il a répondu « Oui ». Il a dit « Ah, t'es sorti de cette ville ?» Il a répondu « Oui ». Il a dit « Mais tu as tué 5000 personnes ». J'ai dit « Quoi ?» Non, j'en ai tué que 500. Alors, il a demandé, alors les 4500 autres, de quoi sont-ils morts? Il a répondu, en nourrissant la peste. Dans cette analogie, je dirais que la peste, ici, c'est la dictature et la tyrannie. Pour moi, je ne mourrai jamais vous savez, on ne meurt qu'une fois, comme on dit.
Je ne mourrai jamais j'essaierai, Inch'Allah, de ne pas mourir en nourrissant. Toutes ces politiques autressires. Et je pense qu'une partie de ce qu'ils conçoivent dans leur politique, ces dictateurs, c'est de te faire peur à un tel point qu'ils te paralysent complètement, t'empêcher de faire ce qui est juste et moralement correct, de dénoncer activement les mauvaises politiques gouvernementales, de signaler toutes les violations des droits humains, de documenter méticuleusement, tu vois, toutes les politiques répressives et leurs conséquences néfastes. Et je pense que je choisis de ne pas avoir peur, parce que c'est un choix. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit à un homme, « La tardob ». Plus tard, les gens ont dit « Comment peux-tu demander à quelqu'un de ne pas éprouver un certain sentiment ?» C'est juste c'est le message que vous ne pouvez pas contrôler vos propres sentiments. On ne peut pas avoir un sentiment ou ne pas en avoir. On peut ressentir de la colère ou non, et on peut avoir peur ou non. Alors, Inch'Allah, je choisis de ne pas avoir peur. Inch'Allah qu'Allah. Et enfin, votre père, le cheikh Salman Al-Aouda, vous savez, il est en prison. Il croupit toujours en prison. Je crois qu'il est toujours dans le couloir de la mort en Arabie Saoudite. Parlez-nous un peu de sa détention, de son traitement. Quelles sont les dernières nouvelles concernant son état de santé? En réalité, ce mois-ci marque en effet le triste 8e anniversaire de son injuste emprisonnement prolongé. Il est toujours en isolement. Il a été maltraité. Juste pour un feat? Pour un tweet. Mais encore une fois, c'est un tweet. C'était, je pense, je dirais le déclencheur. Mais aussi, il était depuis plus longtemps. Il y a la relation et la crainte de ce discours des savants indépendants, des savants musulmans en Arabie Saoudite. Et vous savez, 8 ans plus tard, il est toujours dans la même situation. Oui, il y a des personnes qui ont été libérées. Nous demandons à Allah d'accélérer sa libération et de la rendre rapide. Mais oui, je veux dire, au final, gardez-le simplement dans vos prières et vos pensées, et Inch'Allah, cela se produira. Inch'Allah. Moussa, Abdullah Al-Aouda, ce fut une conversation vraiment fascinante, et je pense que l'expression que vous avez utilisée, le moment de Doha, mérite de se répandre, car je soupçonne que cela a servi de signal d'alarme. Je sais que le terme réveil est encore sujet à débat, mais cela a été un véritable électrochoc pour tout le monde. Jazakallah khair. Merci beaucoup pour votre temps. Oui, bien sûr. Merci beaucoup de m'avoir aidé. Assalamu alaikum. Vous êtes maintenant arrivé au terme de cette émission, et le fait que vous soyez resté jusqu'à la toute fin me prouve que vous croyez vraiment en notre travail. Merci de considérer faire un don ponctuel ou de devenir membre en visitant thinkingmuslim.com/membership. Vos contributions vous donnent un accès exclusif aux coulisses et la possibilité de poser des questions à nos invités. Et des appels mensuels avec moi-même, mon équipe et nos invités, comme Sanyan dit. Jazakallah khair et gardez-nous dans vos douresses.